radicale ou Deep Adaptation. Et il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, pour faire une petite mise à niveau, on va donc lui passer la parole. Je précise aussi que cette réunion va être enregistrée. Donc, gardez en tête que ça risque d'être diffusé plus tard sur différents supports, dans vos interventions. C'est un élément que vous pouvez prendre en compte si vous envisagez de partager des choses qui sont pas simples. Ça fait partie d'un enregistrement. Donc, s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas partager, il y aura des temps a posteriori, et notamment l'espace qu'on ouvrira avec Cédric, mais après la discussion en plénière. Voilà, donc réservez les choses qui sont problématiques à partager pour après. Cédric, c'est à toi. Ben, merci Julien. Alors, je vais faire un très léger topo d'ingénierie de base, puisque j'ai entendu plusieurs fois parler d'ingénieurs ce soir, d'ingénieurs très confiants en la technologie. Ben, en fait, la situation est en fait est à diverses facettes qui peuvent nous sembler compliquées, mais en fait, la situation est relativement simple et relativement implacable. C'est que notre espèce, du moins sa manière de fonctionner, consomme les ressources et l'énergie à des vitesses très largement supérieures à leur vitesse de renouvellement et produit de la pollution à une vitesse très largement supérieure à sa vitesse d'élimination naturelle. Donc, mathématiquement, on n'a plus besoin de parler pendant 10 minutes. En fait, c'est mon discours. J'ai eu le temps de travailler avec différents publics et les gens comprennent vite que mathématiquement, notre espèce va vivre un crash majeur. Bien sûr, ce ne sera pas un crash qui se passera en 2 jours, ce ne sera pas un film hollywoodien, ce sera plusieurs années, a priori plusieurs décennies. Mais clairement, on va vivre un déclin, c'est certain. Et donc, en fait, l'adaptation radicale, l'adaptation radicale, en fait, c'est la prise en compte de ce problème et en fait de proposer une solution. Et ici, le mot solution s'applique, puisque les variables environnementales ne feront qu'empirer, ressources, énergie et pollution. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est s'adapter. Et ça a été théorisé par l'universitaire britannique Jem Bendell, qui a mis en place les principes de l'adaptation radicale. D'ailleurs, il a publié un livre il y a, je crois, il y a moins d'un mois. Je n'ai pas pu le lire parce qu'il n'est pas sorti au Québec, mais en tout cas, en France, il est sorti. Et ça s'appelle Adaptation radicale. Donc, là où il présente tous les principes et il approfondit sa pensée sur le sujet. Et donc, cette adaptation radicale repose sur 4 axes de transformation majeure. Le premier axe, c'est le renoncement. Alors, renoncer à quoi? Renoncer à tout ce qui peut empirer la situation. Alors, ça signifie renoncer à tout ce qui surconsomme l'énergie, les ressources et surproduit de la pollution. On peut parler des voyages en avion, on peut parler des 2-3 voitures par foyer, ainsi de suite. Le deuxième axe, c'est la résilience, c'est-à-dire être capable de fonctionner malgré les chocs, parce que, en fait, ce ne sera pas un gros choc, de fin du monde. Ça va être une succession de petits chocs, quoique je ne crois pas, je ne peux pas dire qu'ils soient si petits que ça. La COVID-19 est un exemple de ces chocs. Et il y en aura d'autres. Il y aura les pics pétroliers, il y aura les chocs climatiques. Et le troisième axe d'action, c'est la réparation. À surconsommer comme on le fait et comme on l'a fait au cours, je dirais, du demi-siècle dernier, eh bien, on a bousillé beaucoup de choses et des choses qui nous sont fondamentales pour vivre. L'atmosphère, l'eau, les sols, le vivant. Et donc, ça, il va falloir réparer toutes ces choses-là. Quatrième et dernier axe, c'est la réconciliation.
où on pourrait associer ça à une forme de réparation sociale. Parce que cette façon de faire, cette surconsommation a brisé énormément de liens sociaux. Il y a les inégalités nord-sud, et ça va jusqu'aux liens familiaux. Dans un monde où on croit que l'abondance est permise, est garantie, est prise pour acquis, eh bien, on se permet un petit peu tout, y compris de prendre à la légère nos liens familiaux, etc. Donc, à tous les niveaux, nous avons besoin de nous réconcilier, y compris avec nous-mêmes, parce que ce mode de vie thermo-industriel, pour un grand nombre d'entre nous, ont brisé des choses en nous, et c'est aussi des choses qu'il faut réparer intérieurement. Donc, ça, c'est la réconciliation avec soi-même et les autres à tous les niveaux. Et tout cela dans un esprit de curiosité, de bienveillance et de collaboration et d'humilité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est sûr que clairement, on doit affronter une phase de deuil. Le monde thermo-industriel tel que nous le connaissons va disparaître et je veux dire, ça va être de notre vivant. Ça ne va pas être pour dans 30 générations comme je l'ai parfois entendu. Et donc, c'est sûr que ça peut amener des émotions un petit peu difficiles, un petit peu… en tout cas, quand on vit un deuil, parfois on peut ressentir de la colère. On a le droit de vivre cette colère, mais c'est peut-être pas la place, en tout cas dans l'adaptation radicale, je ne crois pas que c'est la place pour lancer sa colère tout bord, tout côté. C'est ça. En fait, je parlais tout à l'heure que l'on consomme on surconsomme à des vitesses bien trop rapides les ressources et l'énergie et on surproduit de la pollution à une vitesse bien trop rapide. Jem Bendell en fait, les échéances arrivent. Plusieurs échéances s'en viennent. Et Jem Bendell a décidé, et c'est très justifié, rien que pour le changement climatique, de dire, bon, ben, pour cette échéance-là, à peu de choses près, disons les choses, on l'a raté. Parce qu'en fait, l'effort de diminution de production de CO2 qui nous est requis est totalement incompatible avec le monde tel qu'on le connaît. Et donc, c'est ça, les promesses qu'avec 3 voitures électriques et puis une centrale nucléaire, on va régler tout ça, c'est complètement ridicule et c'est des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Je vous le dis, c'est une parole d'ingénieur. Voilà. Je pense avoir couvert l'essentiel de l'adaptation radicale. Si vous avez quelques questions ou si vous souhaitez soulever quelques points, c'est bienvenu. Et c'est ça. Et sinon, s'il n'y a pas de questions ou vous voulez apporter des précisions, je vais passer la parole à Véronique. Oui, Carmen? Oui, je voulais, Oui, parce que j'ai Carmen, pas bien, oui. oui, j'ai pas bien compris la dernière chose que tu as dit, que Jem Bendel a dit qu'on a raté quoi? Tu disais, Ben, on a raté l'échéance climatique. En fait, son papier fondateur, qui était intitulé, si je ne dis pas de bêtises, Adaptation radicale, un guide pour naviguer à travers la catastrophe climatique. Donc, en fait, les conséquences de notre mode de vie thermo-industriel à base d'énergie fossile vont être tellement fortes et les adaptations qui ont été faites ont été tellement faibles que, en fait, il est déjà trop tard depuis un bon moment pour maintenir un monde qui correspond à celui qu'on le connaît présentement. C'est ça. d'accord. Merci. Donc, oui, j'ai oublié un point. Merci d'en parler, Carmen. Donc, les institutions classiques, les pouvoirs politiques notamment, insistent beaucoup sur le travail d'atténuation. Hein.
disent, bon, on va diminuer la production carbone, on va limiter les dégâts. Et c'est parce que les dégâts sont déjà trop tard. C'est-à-dire que, et c'est un point par exemple sur lequel Jancovici insiste beaucoup, si vous coupiez toute production de CO2, immédiatement, l'inertie du système thermodynamique Terre fait qu'il y aurait déjà des conséquences très sérieuses. Et il est complètement délirant d'imaginer que en une nuit, une semaine, une année ou même 10 ans, on interrompt toute production de carbone. Donc, en fait, tout ce que nous racontent les politiciens là, qui font de l'atténuation, c'est des mensonges. Est-ce que c'est des mensonges auxquels ils croient eux-mêmes? C'est leur affaire. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont totalement déconnectées du monde réel. Et tous les gens qui les suivent vont tôt ou tard prendre une méchante débarque, comme on dit en bon québécois. Et à côté de ça, Jem Bendell, lui, insiste sur l'adaptation. Donc, l'idée, ce n'est pas non pas seulement de limiter les dégâts en termes notamment de production carbone, mais c'est un concept qui est généralisable à toutes les pollutions, mais aussi toutes les surconsommations. Mais c'est le moment de s'adapter, c'est-à-dire de faire une projection de ce qui s'en vient et déjà de se préparer à ce qui va venir. Par exemple, pour la culture de la pomme de terre, que les agriculteurs qui sont spécialisés dans cette culture mettent déjà des systèmes d'irrigation en place. On pourrait sortir de nombreux exemples. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais là, à Papineauville, je suis en train de monter, à ma connaissance, la première école, mais en fait, ce n'est pas le bon terme, le premier institut de formation à l'adaptation radicale. Et donc là, c'est déjà le moment de réfléchir à comment vivre sans réseau électrique, de réfléchir à comment faire de la production de nourriture en conditions climatiques extrêmes, de réfléchir à comment faire face aux extrêmes climatiques, que ce soit ou en froid ou en canicule, avec une consommation d'énergie la plus minimale possible, etc. C'est ça. Donc, il faut bien faire le distinguo entre l'atténuation, qui est le discours généralisé, puis celui des chasseurs de licornes, et celui des gens qui ont les deux pieds sur terre et la tête bien posée sur les épaules, qui est le discours de l'adaptation. Oui, Daniel. Oui. Pardon. Je peux juste rajouter un truc? Oui, bien sûr. Vas-y. Daniel est un grand bavard aussi, hein, mais il va faire court. Il va faire très court. Non, c'est juste que j'ai souvent tenu ce discours et je ne sais pas s'il y a des gens nouveaux, mais mon observation est qu'il est quand même super violent sur les gens. Enfin, c'est très dur, je veux dire, pas violent de ta part, Cédric. Mais je crois que chaque dixième de degré, c'est quelque chose qui est bien répété maintenant, qu'on arrive à atténuer, diminue les effets de ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Donc tous les efforts d'atténuation sont toujours bienvenus et nécessaires. Et puis que l'adaptation radicale étudie quand même des choses qui sont censées nous atténuer des effets du choc, sans atténuer le choc lui-même. Mais l'adaptation, c'est pas simplement éviter, je veux dire, voilà, se mettre en autonomie totale, etc. C'est peut-être, il y a peut-être une partie de l'atténuation qui permet, en se mettant en réseau, en abandonnant des bouts, la partie renoncement, elle permet de dégager des ressources vers de la restauration, de la résilience, ce dont a parlé Cédric. Donc il y a quand même une petite lueur au bout du tunnel, plus que simplement ok, ça va nous tomber, c'est trop tard et ça va faire très mal et on doit se préparer. Tout ce que tu as dit me paraît parfaitement juste, mais voilà, juste ce petit, c'est bizarre parce que d'habitude moi je suis celui qui dit le pire et il y en a d'autres qui atténuent, mais voilà, on change de rôle, c'est très bien. Merci.
Mais en fait, merci Daniel pour ces précisions. Oui, je me suis peut-être mal exprimé qu'en effet, tout ce qui peut être fait en atténuation peut et devrait servir à l'adaptation sans aucun doute. Mais j'ai oublié de dire le plus important dans ce projet d'Institut d'adaptation radicale, c'est non pas d'apprendre aux gens à souffrir, c'est bien au contraire leur apprendre à avoir une vie belle et épanouissante malgré toutes ces épreuves. Cédric, Oui, Xavier, je propose qu'on poursuive avec Véronique parce que je pense que ce qu'a écrit Véronique dans son livre et les questions qu'elle porte et le cheminement qu'elle a autour de ça, c'est au cœur de tout ça. Et donc, je trouverais intéressant qu'on puisse mixer ce courant général de l'adaptation radicale tel que nous l'a présenté Cédric avec les compléments des uns et des autres. Et puis, la réflexion de Véronique, si ça vous va. Alors, peut-être, j'ai besoin de votre soutien aussi, si vous trouvez à un moment donné que telle ou telle chose ne vous convient pas, vous n'hésitez pas à mentionner des questions dans le chat. Et aussi, la façon la plus commode de lever la main, c'est quand même de cliquer en bas de votre écran sur l'onglet « Participants », qui est un peu juste à gauche de « Converser ». Et là, vous voyez apparaître la liste des participants. Et en bas de cette liste, il y a plusieurs icônes, dont une petite main bleue. Je la lève, par exemple, pour vous montrer que là, j'ai levé la main. Donc ça me donnera une indication utile pour la suite du débat. Donc, Véronique, tu t'es présentée très brièvement tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as dit que tu habites à proximité de Genève. Peut-être que tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Et ce que je te propose, c'est que d'abord, tu nous dises un petit peu plus qu'est-ce qui t'a amené à être dans ces réflexions-là et à écrire là-dessus. Mais aussi, je pense que tu as pu lire le Jem Bendel que je crois que tu ne connaissais pas ou pas beaucoup. Et peut-être de faire dans un premier temps écho à ce qui t'a parlé ou comment voilà, ce que tu retiens de ce que tu as lu. Et puis aller plus avant ensuite en rebondissant peut-être aussi sur les questions qui ont déjà été posées par les uns et par les autres. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Ça fait déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? J'ai 4 enfants qui ont aujourd'hui entre 22 et 8 ans. Et moi, je m'intéresse aux questions d'effondrement depuis très longtemps. Je crois que j'ai toujours baigné dedans, en fait, toujours eu conscience que ce monde était en voie de finition. Et donc, j'ai jamais l'impression d'avoir choisi à un moment donné d'en parler à mes enfants, mais d'avoir de tout temps échangé avec elles sur les incohérences de notre société, de notre mode de production, de consommation, etc. Et sauf que dans ma perspective, il me semblait qu'on avait le temps d'éduquer. C'est un peu ce que je faisais avec mes enfants, les gens autour de moi, etc. Et puis que la prise de conscience viendrait. Et puis, je me suis rendu compte il y a 2-3 ans, surtout à la lecture du livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, qu'on n'avait plus le temps, en fait. Que l'effondrement était imminent et que le temps de l'éducation, qui est un temps long, qui est une histoire de plusieurs générations, ne l'avait plus. Donc là, ça m'a fait un choc. Et là, je crois que je me suis mise à la place de mes enfants, de me dire, c'est moi, si j'avais 8 ans, 10 ans, 15 ans aujourd'hui, si j'avais conscience que ce monde-là allait finir, comment je peux à la fois accepter cette réalité, qui est indéniable, et ne rien avoir derrière. Et c'est vrai que dans tous les livres que j'ai lus sur l'effondrement, il me manquait complètement cette dimension-là, c'est-à-dire quel autre monde est possible, comment on peut transitionner, muter plutôt même vers quelque chose de neuf. Et j'ai écrit ce livre parce que c'est le livre que je ne trouvais pas à lire, tout simplement. J'avais besoin de pouvoir poser sur le papier les perspectives réelles qui s'offraient encore à nous. Voilà. Après, C'est qui se met là? Oui, je vois. Il y a une question, non? Non, je continue. Bon. Je crois que c'est juste un micro pas fermé. Ah, d'accord.
Après, effectivement, c'est grâce à toi, Xavier, notamment, que j'ai découvert Jim Bendel, donc il y a relativement peu de temps, hein, il y a quelques mois de ça, donc j'avais déjà écrit ce livre, qui fait écho, enfin, pour moi, il est sur les mêmes questionnements, enfin, notamment, un des points que je trouve peut-être le plus crucial aujourd'hui, et puis toutes ces questions de confinement nous amènent vraiment à ça, c'est la question du renoncement. Moi, je sais que j'ai été élevée dans la perspective, mes parents étaient très intéressés par Ivan Illich, j'ai beaucoup été baignée là-dedans petite, et il y avait déjà ce questionnement de la bonne mesure des choses. Jusqu'à quel point quelque chose qui nous apporte un avantage finit par être préjudiciable, et de chercher cette bonne mesure entre l'outil qui nous aide et l'outil qui nous aliène. Et personnellement, ça fait très très longtemps que, par exemple, tout ce qui est technologie, j'en vois beaucoup plus le côté aliénant que le côté émancipant. Et j'ai l'impression aujourd'hui que, moi personnellement, j'ai fait ce travail de renoncement depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses, j'ai même pas eu à y renoncer parce que je suis même jamais rentrée dedans. Mais j'ai l'impression, quand je vois les réactions autour de moi face aux perspectives de confinement, de limitation des déplacements, de limitation des consommations, des loisirs, etc., que ce à quoi on se heurte aujourd'hui le plus, c'est cette difficulté à renoncer à un avenir qui nous avait été promis. Et pour pouvoir renoncer, il me semble qu'il faut avoir quelque chose en face qui soit juste autant, voire plus désirable, pour que le renoncement finalement coûte moins, et qu'il y ait cette perspective d'avoir quelque chose pour lequel on puisse avoir de l'appétit. Et à travers ce livre, je crois que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Il y avait, je crois, une troisième question, Xavier, mais je me suis empressée de l'oublier. Oui, non, mais c'est super. Donc, tu soulignes la question du renoncement qui est développé dans le texte de Jem, mais il y a eu dans l'échange, dans la présentation initiale des participants, déjà des points qui ont été soulevés sur la question des enfants. Et voilà, si tu peux peut-être nous aider à entrer là-dedans en disant ton propre cheminement, tu es parti de ce constat-là que tu as fait tout à l'heure. Et dans le livre, tu parles successivement à chacune de tes filles, entre 8 et 22 ans. Comment ça s'est fait, quoi? Comment tu t'y es pris? Alors, le livre, évidemment, est une reconstruction d'échanges qu'on a eus sur plusieurs années. Ce ne sont pas des dialogues que nous avons eus tels quels. Il y a des petits bouts qui correspondent effectivement à des bouts de dialogue ponctuels qui m'ont marqué, que j'ai retranscrits. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt d'essayer de prendre un enfant donc de 8 ans, de 15 ans, de 17 ans, 22 ans à peu près, et avec le niveau de complexité qu'on peut avoir pour échanger avec lui ou elle sur la situation du monde aujourd'hui. Donc, il y a d'abord la première partie avec ma fille de 8 ans. Et je me suis mise dans la situation de si je devais vraiment lui expliquer de A à Z aujourd'hui, en partant de rien, ce qu'est l'effondrement, quels mots j'essaierais d'utiliser et comment je pourrais lui parler. De façon tout à fait anecdotique, je me suis rendu compte que cette partie parlait beaucoup aussi aux personnes âgées, curieusement, qui n'avaient pas forcément envie de rentrer dans le détail, mais qui avaient envie d'avoir une vision un peu globale de tous les éléments, et qui se satisfaisaient beaucoup de juste cette première partie pour comprendre les enjeux aujourd'hui. Mais comme je le disais, moi j'ai toujours eu ce dialogue avec mes enfants, et je suis toujours partie du fait que l'honnêteté est un devoir dans l'éducation. Donc, je n'ai jamais essayé de leur cacher des choses qui étaient douloureuses ou compliquées ou difficiles à dire, parce qu'il me semble que de toute façon, les enfants savent. Et ça peut-être mieux que nous, parce qu'ils ont moins de filtres et moins de peur de perdre. Et je me rends compte en discutant avec d'autres enfants aujourd'hui, d'autres jeunes, que dans l'ensemble, dès l'instant où on aborde le sujet, ils ont déjà toute cette connaissance. Ils regardent sur Instagram des vidéos là-dessus, ils sont extrêmement informés, ils savent que l'effondrement arrive, simplement ils n'en parlent pas. À la limite, ils en parlent un peu entre eux et pas plus que ça. Ils ont ces infos, mais comme c'est pas mis dans le débat, et surtout pas mis dans le débat avec eux, eh bien, il y a une espèce de non-dit, c'est un sujet tabou. Donc, ils en restent là, et je pense que personnellement, ça les met dans un grand sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir échanger sur le sujet, de ne pas voir où est-ce qu'ils peuvent avoir prise, comment ils peuvent se construire un avenir dans tout ça.
Je me souviens là, très récemment, la réaction de mes filles quand le président de la République parlait au nom des jeunes en disant c'est malheureux pour eux, ils ne vont pas pouvoir passer leur diplôme, ils ne vont pas pouvoir faire des études. Mais pour eux, pour mes filles en tout cas, aujourd'hui, c'est la dernière de leurs préoccupations de passer leur diplôme et de faire des études parce qu'ils ont la conviction profonde que de toute façon, ça ne leur servira à rien. Et je pense qu'elles sont loin d'être les seules à savoir consciemment ou inconsciemment que les rails dans lesquels on les met ne peuvent mener qu'à une impasse. Donc, j'ai l'impression que même si c'est douloureux, c'est important de pouvoir avoir ce dialogue avec eux et de leur dire de la façon la plus honnête possible, bah, voilà les faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces faits? Quelle est notre marge de manœuvre? Comment on peut être acteur de tout ça et non pas les subir? Merci beaucoup, Véronique. Je pense que les uns et les autres, vous avez sûrement des commentaires, des questions à poser à Véronique ou à faire part de votre propre expérience ou les liens que vous voyez avec des questions soulevées par d'autres écrits ou d'autres interviews de Jem Bendel. En particulier, il a fait une vidéo avec un jeune Oscar de 13 ans dont vous trouverez les liens qui étaient dans l'invitation puis que vous retrouverez après. Qui a envie de réagir? Vas-y, Daniel. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez poser lever la main. Donc, du coup, je suis sûr que je vais voir les mains levées et que je n'oublierai pas. Merci. Moi, je voulais une question très rapide. Moi, ma propre évaluation, pas moyen de savoir à quel point une dégradation des conditions générales va affecter, par exemple, la valeur d'un diplôme dans 5 ans ou dans 25. Ce qui change quand même beaucoup de choses, si on en passe un, par exemple. Si c'est dans 5 ans, effectivement, c'est complètement inutile. Si c'est dans 25, il y a le temps de faire une demi-carrière sur ce diplôme, pourquoi pas. Je n'ai pas tendance à penser 25 personnellement, mais pour moi, je pense que je n'ai pas la capacité d'évaluer cette durée et cette rapidité potentielle des conséquences d'une dégradation. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je sais me met dans une certaine perplexité sur que projeter dans nos discussions avec mes enfants, parce que ça change quand même beaucoup de choses. Et ça peut se décliner sur plein de gens, pas forcément enfants, qui disent qu'ils ne vont pas faire un enfant, par exemple, même parce que 5 ans, on sera tous en train de diriger des chevaux et d'essayer de survivre vrai ou pas. Donc voilà, il y a cette histoire de rapidité et comment ça change le discours. J'aimerais bien savoir comment tu as géré ça avec tes enfants ou dans ton bouquin. Alors la question de l'orientation, de la poursuite des études s'est posée de façon régulière. Là, j'ai une de mes filles qui a arrêté ses études et qui est partie faire plutôt des woofing, des LPX, qui avait besoin d'apprendre des compétences. Voilà, ça lui faisait plus sens. J'ai une autre de mes filles qui poursuit ses études. Pour elle, ça fait sens aussi. Après, c'est à chacun de se positionner par rapport au goût pour les études, au goût pour le concret. Enfin, ça dépend aussi de la personnalité de chaque enfant, je pense. Mais en tout cas, clairement, mon discours n'a jamais été de leur dire fais des études parce que ça assurera ton avenir, parce que personnellement, je ne le crois pas. Voilà. Si elles ont envie de faire des études pour apprendre quelque chose, c'est très bien. Mais si c'est pour garantir son avenir, je ne crois pas aujourd'hui que quoi que ce soit puisse garantir l'avenir. Je vois la main levée de Pauline. Oui, je vois Carmen, puis Lucie. Alors en fait, c'est bizarre parce que oui, on peut lever la main à travers les réactions et ça s'affiche aussi. Et puis la petite main bleue, c'est dans participants. Donc j'avais pas vu. Donc je propose Carmen, puis Lucie, puis Pauline. Ça vous va? Mais c'était juste des applaudissements, moi. Hein, c'était pas une main levée. D'accord. Oui, alors moi je voudrais témoigner parce que j'ai dit que j'avais des petits-enfants, donc j'en ai deux vraiment très petits, 2 ans et 5 ans, où bon bien sûr, j'aborde pas ce sujet du tout, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec une de mes petites filles qui a 14 ans.
Donc, c'est mes deux petites filles qui sont sur Paris, en fait, qui sont des vraies Parisiennes, j'ai envie de dire, qui sont nées à Paris, qui ont un mode de vie très parisien. Donc, l'aînée avec qui j'ai discuté, elle est très dans les études. Voilà, elle a beaucoup d'ambition, elle veut aller dans l'intelligence artificielle, etc. Elle apprend le japonais. Enfin, voilà, c'est une enfant très studieuse, on va dire, et qui a envie d'apprendre. Et la deuxième, elle est beaucoup plus, elle, dans la danse, regarder des vidéos YouTube. Enfin, elles sont toutes les deux, donc elles sont toutes les deux toujours sur leur ordinateur. C'est ça que je voulais dire. Toutes les deux à longueur de journée sur l'ordinateur. Et elles ont chacune leur ordinateur. Et elles sont beaucoup là-dedans. Et donc, j'ai été étonnée parce que je dors quand j'y vais, je dors dans la chambre de la plus grande. Et on n'arrivait pas à dormir toutes les deux. Donc, on a commencé à discuter. Et je sais qu'ils savent à peu près, ils connaissent un peu mes positions, même si je n'en parle pas trop, parce que je sais que ça dérange ma belle-fille surtout, qui n'a pas du tout envie qu'on parle de ça. Et donc, j'ai commencé à discuter, je ne sais plus comment c'est venu, mais finalement, on a eu un vrai échange, en fait, avec ma petite fille de 14 ans, et j'étais étonnée de la qualité de notre échange, parce que je me suis rendu compte elle comprenait bien ce que je disais déjà, elle n'était pas dans le déni, et en même temps, elle avait quand même une réaction un peu de défense, parce qu'elle me disait, me disait, oui, mais de toute façon, au point où on en est, il vaut mieux aller de l'avant, sortir par le haut, enfin, elle était dans… Et puis, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard, donc maintenant, il faut avancer, c'est un pari sur l'avenir, elle me disait. Donc, voilà, moi, j'ai pas voulu, j'ai dit que, bon, je ne croyais pas trop, mais que je n'ai pas voulu quand même… parce qu'avec mes enfants, je n'ai pas envie non plus de les plomber, ils sont en plein développement, ils sont en train de construire leur vie, tout ça, donc c'est délicat. Moi, je me dis que j'ai un peu vécu déjà pas mal, mais eux, ce n'est pas leur cas, ils sont quand même au début. Donc voilà, mais j'ai trouvé intéressant et elle me dit, tu sais, j'ai un livre qui je pense que ça va t'intéresser. Elle me l'a prêté. Donc je rentrais juste au moment où je partais. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai lu ce bouquin. C'est un bouquin de littérature jeunesse en fait. Et ça s'appelle Nous sommes l'étincelle. Et j'ai lu ce bouquin et j'étais sidérée. C'est un bouquin de science-fiction. Ça commence en 2025 jusqu'en 2063 et ça décrit vraiment une évolution possible de la société, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une partie des jeunes qui fait sécession, qui dit nous ne voulons plus participer à ça, et qui partent construire autre chose dans la nature. Ce qui reste dans les villes devient vraiment un scénario un peu catastrophique, cauchemardesque, c'est-à-dire que les gens sont confinés, surveillés par des drones, il y a une élite qui est bunkerisée, enfin bon voilà, c'est vraiment effrayant quoi. Et ça finit très mal ce livre, hein, ça finit très mal parce que ceux qui sont partis dans la nature, c'est des pacifiques, c'est des gens qui croient, voilà, qui veulent construire de la coopération, enfin tout ce qu'on voit un peu émerger, et qui finalement sont sans défense et qui se font massacrer. Et je me dis, ma petite fille, elle a lu ça, elle me prête ce livre comme ça en disant, oh, ça va t'intéresser. Mais je me suis demandé comment elle peut supporter ça. Et du coup, j'en suis arrivée à me dire que peut-être que pour elle, c'est que de la science-fiction en fait. Je ne sais pas quel lien elle fait avec, est-ce qu'elle pense que c'est quelque chose de possible ou pas, ou est-ce qu'elle a complètement clivé le truc. Et donc, je les ai revus là récemment, la semaine dernière, et on n'en a plus parlé. Je n'ai pas voulu aborder le sujet si elle ne m'en parle pas. Je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. Voilà. Et aussi parce qu'une fois dans la conversation, où mon fils et ma belle-fille sont très pour le progrès, tout ça, bon voilà. Et donc, à un moment, il disait quelque chose, et moi, j'ai fait une petite remarque, c'est ce que j'essaie de faire en général. J'ai fait une petite remarque du genre, oui, mais de toute façon, on ne pourra pas faire ça parce que, hein, voilà, de temps en temps, je lance un petit truc. Et mon fils, il dit, ah, ça y est, maman collapso arrive.
Donc, gentiment, hein, mais d'un air de dire, bon, on sait ce que tu penses, mais bon, voilà, quoi, hein, sans plus. Hein. Voilà. Donc, bah, je trouve que c'est pas évident de parler de tout ça avec les enfants. Euh, mais j'ai quand même des contacts avec des jeunes, par contre, de mes plus âgés, de 18-20 ans, qui eux, sont très conscients et sont très angoissés. Voilà, mais je ne sais pas non plus, je ne sais pas, quelquefois je me demande, est-ce que je dois peut-être lui montrer des voies, qu'il y a quand même peut-être de l'espoir, qu'on peut quand même réussir à faire quelque chose, ou est-ce que je dois juste les écouter ouais. Donc je suis un peu, donc j'aimerais bien avoir le titre du livre d'ailleurs de Véronique, parce que peut-être que ça m'aiderait à peut-être à pouvoir faire quelque chose d'utile. Voilà. Alors Carmen, j'ai mis le lien avec le site où est présenté le livre dans le chat et puis on le remettra à la fin. Ah oui, d'accord. Finir Sachant et que le parvenir, livre, parler d'effondrement avec ses enfants. D'accord, je vais le livre va bientôt être réédité chez un autre éditeur. Voilà, Ah bon? Il va être édité le 30 novembre, normalement, aux éditions Dents de Lion. Ah bah, parce qu'il est plus, il est épuisé sinon? Là, il était auto-édité. Je l'avais fait d'accord. imprimer moi-même, voilà. Ah Et oui, donc pour là, il va l'avoir, s'éditer. il faut te le demander en fait. Voilà, c'est ça. Oh bah, donc je te le demande. Et donc, Voilà, il est publié dans une version un peu amendée et mise à jour. Donc, le 30 novembre. Donc, c'est bientôt. super. D'accord, oui, bon. Alors peut-être, Véronique, tu te sens très libre évidemment de réagir à chaque fois sur les interventions ou de faire écho. Peut-être on Oui, peut, c'était super Carmen de t'entendre. En même temps, je me dis si on veut entendre un peu tout le monde, peut-être faire des interventions plus courtes, mais vous sentez comme vous sentez. Vas-y Véronique. je vais juste faire un écho rapide là-dessus. J'entends beaucoup, en fait, quand on parle du déni, de la peur qu'on a de s'exprimer avec les jeunes, de qui parle-t-on vraiment? Moi, j'entends beaucoup de peur de la part des adultes, en fait, de faire face à leur propre peur dans le regard des enfants. Pour moi, les enfants, je n'ai jamais rencontré d'enfants que ça plombe particulièrement, qu'on ait une discussion franche et ouverte là-dessus. Au contraire, moi j'ai toujours senti que ça les allégeait d'un poids qu'ils sentent peser sur eux et sur lequel ils ont du mal à mettre un nom. Le simple fait de pouvoir en parler, déjà, ça libère ce qui est resté enfermé, donc ça fait du bien. Et puis ensuite, ça permet de chercher ensemble des solutions et ça permet de les rendre de nouveau acteurs de leur futur. Simplement, effectivement, le futur n'est pas celui que nous, parents, par exemple, ou grands-parents, avons pu projeter sur nos enfants. Et je pense qu'il y a une difficulté de la part des adultes à faire le deuil du futur qu'on a projeté pour nos propres enfants. Mais franchement, dans mon expérience, ils ont besoin de notre franchise et ils ont besoin qu'on les associe à ce qui se passe. Moi, j'ai entendu à l'inverse des jeunes dire, voilà, on n'arrête pas d'entendre que c'est notre génération qui va devoir sauver la planète, mais c'est parfaitement injuste, c'est vous qui l'avez fichu en l'air, et puis là, vous faites comme s'il ne se passait rien, et puis tout d'un coup, c'est nous qui allons récupérer la patate chaude, et un grand sentiment d'injustice et de colère vis-à-vis des adultes qui non seulement ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais qui en plus ne les associe pas du tout à la réflexion, à la discussion, à l'échange de personne à personne là-dessus. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on ait que ce soit la sensibilité des enfants qui nous fasse peur, mais que ce soit bien la nôtre. Enfin, c'est comment on arrive à se voir dans le regard de nos enfants quand on leur parle de ça. Merci. Lucie, tu veux poursuivre? Oui, je voulais réagir par rapport justement à l'effondrement et les enfants. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai deux enfants qui sont très différents. Une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 12 ans. Je suis une militante écologique, donc souvent ils se ramassent dans les manifestations avec moi, dans certaines actions directes aussi. J'ai beaucoup de photos de mes enfants avec des pancartes, enfin surtout de ma fille en fait avec des pancartes dans les manifestations. Là où en fait je rencontre des difficultés, c'est que mon fils, lui, a vraiment de la difficulté à recevoir ces informations et il ne veut absolument pas que le monde tel qu'il connaît s'arrête. Il rêve d'un futur où il pourrait être influenceur sur Instagram, il voudrait continuer à voir des jeux vidéo, de pouvoir faire absolument ce qu'il vit actuellement pourtant. Moi, je suis séparée, donc il a deux éducations complètement différentes. Une éducation très simple et justement en phase d'adaptation radicale chez moi, et une éducation très consumériste et très capitaliste de l'autre.
Et lui a choisi de vouloir suivre cette voie du capitalisme. Et il me trouve plate. Il me trouve vraiment. Il me dit je trouve que ce que tu me proposes, c'est nul. Moi, j'en veux pas. Je veux que ça continue. Donc, j'ai essayé d'arrêter de lui en parler, malgré que je continue d'avoir, s'il a des questions, on a des échanges très francs sur les problèmes du monde. Je réponds mieux de mes connaissances avec des mots d'enfant. Mais jusqu'à quel point, je me pose la question, jusqu'à quel point on doit forcer cette prise de conscience-là. On doit, parce que j'ai beau essayer de lui amener tous les côtés positifs que ça peut amener. Mettre les mains dans la terre, ça ne l'intéresse pas. De ne plus travailler, bon, bah, lui, il aurait aimé travailler. Donc, je lui ai dit, tu pourras peut-être faire des choses que tu aimes. Mais là, on est dans une phase d'orientation professionnelle aussi, juste avec le secondaire. Puis, il est en train de se projeter dans le futur et il a vraiment la difficulté à se projeter sans ordinateur, sans tout ça. Donc, j'aimerais ça avoir vos conseils, Véronique, sur comment gérer avec un enfant comme ça qui fait un déni profond. Quel âge il a, ton fils? 12 ans. 12 ans, ouais. 12 C'est ans, l'âge oui. du collège. J'ai vécu la même chose avec mes filles, pareillement séparées, avec un mode de vie très consumériste du côté de leur père. Et il y a eu quelques années où j'ai vraiment eu l'impression que je parlais dans un mur au point d'arrêter de parler. Et puis, quand même, les graines semées ont germé, le dialogue a repris. Et il faut avoir confiance. Je pense que c'est vraiment la confiance. Ils font face particulièrement dans les années collège, qui sont vraiment les années où on a besoin d'être conforme et de ressembler à tout le monde. Ils font face à un tel mitraillage de sollicitations. C'est très difficile de résister et je pense que c'est même quasiment impossible, réellement. Et mes filles sont passées par ces phases-là, les ordis, Facebook, la mode. Elles sont passées par là. Et puis elles en sont sorties. Et j'ai pas fait pression pour qu'elles en sortent. Je pense qu'à un moment donné, ça a vraiment été ce qu'elles me voyaient vivre à côté, ou ce qu'on vivait ensemble, avait plus de saveur finalement que ce que les technologies et la consommation débridée apportaient. Et je sais que dans mon expérience, par exemple, il y a eu des événements clés comme de partir en voyage, en camping itinérant pendant 3-4 semaines, ce qui fait décrocher de tous les étis électroniques, de se retrouver vraiment ensemble, à vivre le quotidien. Ça a été des éléments extrêmement forts avec une empreinte physique, sensorielle de « Ah, mais ça peut être ça aussi la vie avec rien et en fait c'est tellement bon ». Et je pense que c'est vraiment de pouvoir générer autant d'expériences que possible, de choses qui sont plus goûteuses que l'écran. Voilà. Il faut avoir confiance. Il y a des moments où on a l'impression qu'on se perd et puis on se retrouve. Voilà. Merci beaucoup. Geneviève, tu voulais intervenir? Puis Pauline? Voilà. Oui, je voulais m'adresser à Véronique. Tu dis à très juste titre d'avoir confiance dans les enfants. Moi, en tant que psy, j'aurais le même langage. Mais je pense aussi que c'est extrêmement culpabilisant parce que ça ne marche pas toujours. Parfois, les enfants vont malgré tout vers ce vers quoi on aimerait leur faire échapper. Ils y vont et on ne peut rien y faire, nous parents. Je ne parle pas nécessairement dans mon cas, quoique j'ai un fils qui, sans être consumériste, est dans un autre monde qui n'est pas le mien. Mais bon, je ne pense pas qu'il faut généraliser et ça, c'est une chose importante pour moi en tout cas. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, les jeunes qui semblent ne pas avoir peur, là aussi, là par contre, je prends mon propre fils qui a 30 ans et qui vit chez moi parce que malheureusement, il n'y a pas de boulot. Voilà, donc on revient chez maman. Et il est au courant de tout. Lui-même m'a donné une vidéo un jour de Pablo Servigne, je ne sais plus, au tout début. Il sait tout, mais il zappe tout en même temps. C'est vraiment étonnant, cette capacité de savoir, mais d'éjecter
malgré tout, parce qu'en fait, il s'effondrerait s'il prenait conscience vraiment enfin, s'il acceptait la réalité et qu'il la regardait en face, je crois qu'il s'effondrerait. Donc, il a trouvé ce moyen de savoir. D'ailleurs, il me dit souvent, maman, mais oui, je sais, il m'appelle Lippi, au cas où je m'en fous. Mais il sait, mais en même temps, bon, la licorne n'est pas loin. Il a sa belle voiture, c'est pas grave, quoi. Donc, je ne suis pas sûre que, à mon avis, en tout cas, lui, il a peur. Il a peur. Et c'est sa manière d'être dans le déni et de supporter ce qui lui est donné de vivre à 30 ans. Un jeune homme vraiment très beau, en pleine force de l'âge, sans boulot et avec un monde qui s'effondre. Waouh, c'est chaud quand même, c'est très chaud. Alors tout ce qu'il a trouvé à faire, et je l'en félicite et je n'y croyais pas parce qu'il a un syndrome d'Asperger, il s'est engagé comme volontaire à la gendarmerie. Donc là, il retrouve sa virilité, il retrouve un statut qu'il n'a plus nulle part parce que sinon il est mon jardinier, quoi, c'est tout. Voilà, donc il trouve comme ça des astuces, mais c'est un surdoué Asperger, donc c'est un peu particulier aussi comme fonctionnement. Mais moi, je suis sûre qu'il a peur. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je vois que Pauline aussi voulait parler, puis j'ai pris le tour aussi, moi, après. Oui, merci. Je voulais apporter mon témoignage. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 20 ans et une fille de 16. Donc, j'ai un garçon qui ressemble un petit peu au tien, Geneviève, en plus jeune. Et il a décidé assez vite de ne pas faire d'études et de partir à l'armée. Il est militaire depuis 3 ans, là. Et je pense que ce choix, au-delà de ce dont tu parlais par rapport à la masculinité, il y a aussi ce choix de dire, d'appuyer sur la question de la sécurité. Voilà. Donc de la peur derrière, effectivement. Et ma fille, 16 ans, elle ressemble un peu à ton fils, Lucille. Et évidemment, je suis hyper transparente, moi, avec eux, depuis toujours. Mon fils, lui, il a intégré tout ça, il le nie un peu, il l'entend, voilà. Mais ma fille, quand j'en parle trop, elle me dit tais-toi. Elle veut pas, quoi. Elle rejette ça. Et en même temps, du coup, moi, j'ai décidé de tracer ma route, c'est-à-dire de mettre en place dans ma vie ce que je pense être les bonnes choses à faire, y compris pour leur procurer une forme de refuge, si jamais leurs chemins ne sont pas corrects pour leur sécurité ou pour leur bien-être, etc. Ils auront ce que j'aurais mis en place, j'espère, pour venir se réfugier. Et en fait, c'est ce que je me dis, c'est qu'on fait des enfants qui vivent leur vie, mais ça ne nous empêche pas d'être une roue de secours permanente, quoi. Donc nos choix, on peut les faire aussi en pensant à ça, même s'ils sont dans du déni, même s'ils voilà, ils n'ont pas les mêmes consciences que nous. On peut faire des choix qui vont les inclure sans les embarquer tout de suite, en fait. Voilà, donc c'était juste ce témoignage que je voulais apporter et voilà, et je pense qu'on peut leur faire confiance pour revenir vers les valeurs qu'on leur a données au début de leur vie, je pense aussi. Voilà, j'ai dit merci. Tout à fait, si je peux juste intervenir sur ces 2 témoignages, je crois qu'il y a vraiment de ça, effectivement. On peut témoigner de ce qu'on croit être vrai, c'est toujours forcément une opinion qu'on s'est forgée à partir de différents éléments et qui n'est pas forcément la vérité. Mais je pense que nos enfants et tous les enfants de façon générale ont besoin d'entendre notre témoignage le plus honnête possible. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à les influencer ni dans un sens ni dans un autre. Ils feront leur chemin qui peut être très différent du nôtre ou pas, mais au moins être le plus honnête possible par rapport à ce que nous, on a pu comprendre et observer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci Véronique. Alors Véronique, je voulais te questionner parce que dans ta présentation, tu as dit que tu cherches aussi à mettre en place des choses. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai compris de ton parcours que tu as aussi été dans la sphère publique, tu as été assistante de député, tu as fait pas mal de choses différentes. Et une des choses qui, moi, me parle dans la production de Jem Bendel, c'est que il lie toute cette question relationnelle et émotionnelle avec un devenir commun et donc une dimension politique aussi du vivre ensemble. Qui sommes-nous face à ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et je voulais te demander où tu en étais par rapport à ça.
en rajoutant aussi que c'est vrai que mon propre cheminement depuis 30 ans dans le mouvement ATD Quart Monde, ça a mis pour moi comme question centrale que dans tout ça, comment on va ne laisser personne de côté, aussi bien dans la réflexion que dans l'action. Et pour moi, ça fait écho à ce qui a été dit pour ces jeunes qui sont très en colère de voir qu'on ne délibère pas avec eux, on ne fait pas face ensemble avec eux. Mais c'est vrai aussi de gens dont aujourd'hui on pense à distribuer de la nourriture, mais pas à leur demander leur avis. Excuse-moi, il y a plusieurs questions dans ce que j'ai dit, mais tu vas prendre ce qui te plaît. J'ai joué avec le son, c'est bon? Vous m'entendez toujours? Ok. Oui, moi, la question politique m'a toujours passionnément intéressée, donc j'ai essayé de changer les choses dans le système pendant longtemps. J'ai travaillé pour la NPE avant que ce soit Pôle emploi, j'ai travaillé comme attachée parlementaire, j'ai été élue municipale, j'ai travaillé pour une communauté de communes, j'ai l'impression en fait d'avoir essayé sur tous les échelons de voir quels moyens, quelles portes il était possible de pousser. Et j'en suis vraiment arrivée à observer, vraiment à mon cœur défendant, que toutes les portes étaient verrouillées et qu'il n'y avait plus moyen, en tout cas c'est ce que je crois profondément aujourd'hui, d'agir par ce biais-là. En tout cas que ce n'était pas le moyen le plus efficace et celui sur lequel on pourrait compter. Donc j'en reviens à promouvoir ce que Ivan Illich appelait l'économie vernaculaire, c'est-à-dire de revenir à une économie de proximité entre proches, la famille étendue, les voisins, les amis, et essayer de développer un maximum d'autonomie par l'entraide, par la mise à disposition gratuite de ce que chacun a au service d'un commun. Et donc j'ai théorisé un petit peu là-dessus dans un autre ouvrage qui s'appelle Gratuité et qui va également sortir aux éditions d'Andélion là dans le mois qui vient, sur comment penser une autre société qui serait fondée non pas sur l'instrumentalité, la recherche de profit, mais sur la mise à disposition gratuite au service du commun. Et bon, ça je l'ai un peu observé par des expériences, des implications, des actions dans des associations, etc. Et puis, je l'ai théorisé à partir de ça. Et puis maintenant, j'en reviens à vivre ce que j'ai théorisé. C'est-à-dire que j'habite maintenant dans un collectif de vie et d'activité en habitat léger où on essaye d'être au maximum autonome pour assurer nos propres besoins. On en est très loin, mais on va au moins dans cette direction, ce qui est très confortant. Et justement, par rapport aux enfants, mes 4 filles, malgré le fait que leur père a des conditions de vie très, très aisées, très confortables, ont choisi de vivre le confinement en yourte avec moi, de travailler dans les jardins, dans le bois, de faire leur feu, avec les toilettes sèches. Elles ont fait ce choix-là parce que je pense que c'est aussi quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui a plus de saveur, qui a plus de goût au quotidien. Elles y ont leur part. Quand elles fendent le bois, c'est leur bois. Quand elles allument le feu, c'est elles qui ont allumé le feu. Il ne s'agit pas de tourner un bouton. Il y a une vraie satisfaction quand, là, on faisait du bardage aujourd'hui, quand on fait du bardage, elles ont le résultat à la fin de la journée. Et ça, je crois que tout le monde est sensible à ça, au plaisir de faire par soi-même, pour soi-même et pour ses proches. Il y a un vrai goût derrière que la société telle qu'elle se dessine aujourd'hui, la société thermo-industrielle, ne nous donne plus. Enfin, moi, je la trouve pour le coup particulièrement fade. Voilà. Merci Véronique. Je vois que Julie a levé la main et j'aurais bien envie de donner aussi la parole à Dieudonné s'il accepte, parce que Dieudonné et moi, on se connaît depuis une dizaine d'années et il s'est beaucoup investi dans un truc qui s'appelle les cercles restauratifs et je trouve que la dynamique qu'il y a autour de ces cercles pourrait être un outil précieux au service de l'adaptation radicale. Mais voilà, à Julie. Ouais. Oui, alors du coup, moi, les différentes prises de parole m'inspirent pas mal d'anecdotes et de choses comme ça, mais je trouve qu'il y a plusieurs débats, enfin pas débats, mais plusieurs sujets dans le sujet. Enfin, il y a le sujet de comment parler en tant que parent à son enfant, quel que soit l'âge de l'enfant et l'âge du parent. Et il y a comment parler à un enfant. Et j'entends, on est plusieurs mamans séparées avec 2 enfants. Je trouve ça assez anecdotique, enfin assez remarquable quand même. Et
Et du coup, pour moi, les préoccupations avec des enfants sur la tranche d'âge 8-12, c'est évidemment pas la même préoccupation que sur un 12-16, sur un 16-24. À un moment donné, l'enfant, ça reste notre enfant, mais il est adulte, je veux dire, il est maître de ses choix, etc. Enfin, c'est plus du coup tout le même rapport. Et du coup, juste pour dire, moi, comment ça se passe avec les miens, sur la question de est-ce qu'ils savent, comment ils gèrent ça. Moi, j'ai un exemple très juste, c'est que j'ai un enfant qui est fan de ski, je veux dire même physiquement, quoi. Et l'année dernière, il n'y a pas eu de neige. Et de manière un peu expéditive, je lui ai dit que, bon, a priori, l'année prochaine, il n'y en aura pas tellement non plus. Enfin, en tout cas, s'il y en a, concrètement, il ne va pas faire du ski toute sa vie, quoi. Et en fait, le gamin s'est effondré, quoi. Et a raison. Enfin, je veux dire, c'est moi qui étais un petit peu trop cash, quoi. Mais du coup, par ailleurs, chez moi, on est chez leur père aussi, mais on est en zéro déchet, etc., etc. Donc, bon, bref, il y a du sens. Il sait que voilà, il y a quelque chose qui se tisse dans le sens où il voit que sa mère agit sur cette réalité-là qui le rend triste. Donc, c'est aidant pour lui, même s'il faut qu'il gère sa petite angoisse, on va dire. Et puis, ils ont vécu quand même un truc pas banal, c'est que, comme certaines d'entre vous là, moi j'ai été candidate aux dernières municipales. Et alors là, je peux vous assurer que du coup, ça ouvre un espace de dialogue. Alors, je ne vous conseille pas tous d'être candidat à ce genre d'aventure, c'est particulier. Mais ça ouvre un espace de dialogue avec les enfants parce qu'en fait, on les embarque dans un truc où ils passent au second rang pendant un certain temps. Donc ça développe, enfin en tout cas moi, entre l'expérience de la séparation avec leur père, l'expérience de cette campagne qui a enchaîné directement derrière avec l'expérience du confinement, moi je pense qu'ils ont aussi une espèce d'énorme capacité d'adaptation qui moi me fait dire que, comme ça a déjà été dit, et qu'effectivement il faut leur faire confiance et que le discours jusqu'à un certain âge de oui, c'est des choses graves, bien sûr que c'est compliqué et que la réalité n'est pas folichonne, réjouissante, etc. Mais moi, pour l'instant, vu l'âge qu'ils ont, le discours posé, c'est par contre, la question de la résolution pour l'instant de ça, c'est une histoire d'adulte. C'est les parents qui prennent en charge. Parce que ce qui est généré là, donc on fait le service après-vente des émotions, bien sûr, mais par contre, concrètement, comment est-ce qu'on va faire en sorte que tu sois en sécurité demain? Moi, mes enfants ont 8 et 10 ans, donc pour l'instant, ça ne doit pas être leur préoccupation. C'est trop d'imposition, quoi. Après, quand ils ont des âges plus grands, c'est une autre discussion. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment une sorte de réflexe que j'ai eu, que je trouve très chouette. J'ai senti que ça leur enlevait beaucoup d'angoisse, en fait. De dire, bon, il y a maman et papa qui sont là, les autres adultes autour de nous, nous, on est des enfants, on reste à notre place d'enfant. On a raison de s'inquiéter, mais c'est pas à nous de gérer, quoi. Voilà, j'ai dit. Merci Julie. Dieudonné, tu pourrais dire que quelques mots et puis ensuite on arrivera vers la dernière séquence de notre rencontre. Peut-être Véronique, tu pourras avant cela dire un mot de ce que tu as vécu dans cet échange. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Mais vas-y Dieudonné si c'est OK pour toi. Merci Xavier de me donner la parole. Moi, je suis très touché de tout ce que j'entends. Je suis comment dire, très mobilisé parce que j'ai l'impression de vivre déjà un petit peu cet effondrement, dans le sens où j'avais réalisé un rêve d'enfant, piloter le plus gros avion de ligne du monde. Et puis, petit à petit, j'en suis venu à prendre la décision d'arrêter ça alors que j'avais 50 ans, quoi. Et que j'avais encore au moins 10 ans de carrière dont je rêvais quand j'étais enfant, quoi. Donc, le renoncement, il s'est construit petit à petit, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je mettrai en avant. Moi, l'image qui m'est venue, c'est celle d'un surfeur qui voit arriver une énorme vague sur lui. Et il n'a pas l'expérience de surfer d'aussi grosses vagues, quoi. Et là, il a le choix. Soit il se représente le bouillon qu'il va prendre, soit il imagine qu'il va surfer la plus belle vague de sa vie. Voilà. Et on a ce pouvoir de se préparer physiquement, psychologiquement, mentalement, etc.,
à se préparer à surfer la plus belle vague de notre vie. Et peut-être là c'est la plus belle vague de l'histoire de l'humanité, quoi. Donc on a ce pouvoir d'imaginer et de mobiliser de l'énergie pour ça. L'autre image qui me venait, c'est que ce à quoi j'ai été confronté dans ma vie, l'image de la mort, dans un métier où les crashs sont spectaculaires, imaginer être responsable de la mort de centaines de passagers, c'est un truc auquel on est forcément consacré, confronté. Donc on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour être le plus efficace le jour où ça surviendra. Voilà, je suis à bord, je suis dans le poste de pilotage d'un avion qui risque de se crasher. Je risque d'avoir la responsabilité de centaines de morts sur mes épaules, sur ma conscience. Qu'est-ce qui va me rendre le plus efficace pour pouvoir contribuer à éviter éventuellement un crash? Eh bien, je peux dire qu'après 30 années d'expérience de ce métier, ce que je vois qui est le plus efficace, c'est de se voir en équipage. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on a un équipage et dans le jargon d'aéronautique, on parle de la dernière plaque de Reason. C'est dans le modèle de Reason, ce qui nous protège de l'accident. Il y a plusieurs plaques de protection. Et l'équipage, la cohésion de l'équipage, c'est la dernière plaque avant le crash. Donc, c'est là qu'il faut mettre le maximum d'énergie. C'est là qu'il faut être conscient que c'est ça qui va nous protéger le plus efficacement du crash, le plus efficacement du crash. C'est notre force, notre intelligence collective. Et donc c'est là qu'on a intérêt à mobiliser notre énergie en étant conscient que c'est ça qui nous protégera le mieux du crash. Voilà. Et dans ce sens, j'ai découvert la communication non violente à peu près en même temps que Xavier, j'imagine, parce qu'on s'est rencontrés par ce réseau. Et puis progressivement, j'ai, un peu comme Véronique, j'ai fait l'expérience que je n'arrivais pas à mettre en œuvre ce dont je rêvais à travers ce réseau-là. Et je voyais, et petit à petit, j'ai pris conscience que ce qui m'aidait le plus efficacement à contribuer à voir se développer les valeurs et les choses que j'aime, c'est une approche systémique avec l'état d'esprit de la communication non violente. Ça s'appelle les cercles restauratifs. Si je devais faire une caricature, ce serait, ou une simplification un peu simpliste, ce serait de dire c'est un mix de la communication non violente et de l'intelligence collective. Voilà. C'est une alternative à la justice punitive. C'est comment retrouver du pouvoir ensemble, quoi. Sortir des logiques hiérarchiques pyramidales pour retrouver le pouvoir du cercle, etc. Voilà, donc dernière chose qui me vient là, c'est qu'au moment où on se parle, il doit y avoir Macron là, qui est en train d'annoncer le confinement. Et je trouve très précieux qu'on crée des réseaux, certes locaux. Là, il y a un ami, un voisin qui habite à 5 minutes d'ici, qui vient d'arriver, avec qui j'avais prévu de passer la soirée, donc je vais vous quitter. Mais il se trouve que c'est lui qui m'a le plus rapidement interpellé sur l'effondrement. C'est lui qui en est le plus convaincu dans mes proches. Et pourquoi je vous disais ça? Parce que oui, je trouve que c'est important qu'on tisse du réseau social local, hein, comme Véronique l'a évoqué tout à l'heure, et aussi un réseau mondial. C'est-à-dire qu'on a cette chance d'avoir accès à un réseau mondial. Ne le laissons pas aux mains des GAFAM, parce qu'eux, ils sont en train de nous faire une horreur massive, quoi, hein. Je veux dire, si on doit se prendre le bouillon, je préfère que ce ne soit pas avec les options choisies par les GAFAM, hein. Je préfère que ce soit avec d'autres options. Donc, tenons-nous au courant de ce qui marche. Moi, en ce moment, ce qui m'aide le plus, c'est Jean-Dominique Michel, un anthropologue de la santé suisse, qui est genevois, je crois, et qui a une analyse super pertinente de la crise politico-sanitaire qu'on est en train de vivre. Voilà. Il écrit un blog sur la Tribune de Genève. Et vraiment, créons ce réseau aussi, ne le laissons pas à Google et compagnie. Voilà, merci beaucoup. Merci Dieudonné. Je ne sais pas s'il y a la langue qui brûle à l'un ou l'autre. On pourra, de toute façon, dans le
dans la fin, dans le check-out, dire aussi un mot, quelque chose avec quoi on repart. Véronique, est-ce que tu aurais envie de dire un mot après cet échange? Oui, moi, le pouvoir du cercle, évidemment, ça me parle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a deux futurs qui cohabitent et que tout dépendra avec celui des GAFAM, du maintien jusqu'au bout, sous perfusion de cette société thermo-industrielle soutenue par la finance, d'un côté, et puis de l'autre, une société beaucoup plus conviviale, au sens d'Ivan Illich encore, beaucoup plus locale, beaucoup plus gratuite. Et que ce qui fera qu'on arrivera à choisir un futur plutôt que l'autre, ce sera notre capacité, comme l'a dit Dieudonné, la cohésion de l'équipage. C'est magnifique. Mais par rapport à l'effondrement, j'ai souvent cette sensation-là, la vieille image classique, hein, qu'on est sur le Titanic, qu'on le sait, qu'il a touché l'iceberg, qu'on le sait, qu'il va couler, on le sait. Par contre, on a encore le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on fabrique des canaux de sauvetage pour tout le monde ou pas. Et moi, le sentiment d'urgence que j'ai aujourd'hui, il est vraiment à cet endroit-là, c'est d'être clair par rapport au diagnostic. Et c'est là où je trouve que Jem Bedell a le mérite de dire très clairement, de toute façon, le bateau coule, il a coulé, il est en train de couler. Maintenant, comment on s'organise pour essayer de tous, le plus possible, le mieux possible, pouvoir naviguer sur nos petits canaux et réussir à s'en sortir. Et ça ne se fera que si on le fait ensemble. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Je ne crois pas du tout à la dimension, alors ça c'est personnel peut-être, hein, mais je ne crois pas du tout à la dimension survivaliste, chacun dans son coin, l'autarcie. Je pense qu'on aura profondément besoin de savoir s'allier, et pour ça, il faut pouvoir parler, pas qu'à nos enfants, parler aussi à nos proches, à nos voisins, à nos amis, mettre le sujet sur le tapis, s'accorder sur un constat, et puis se remonter les manches et commencer à œuvrer pour construire des canaux pour tout le monde. Voilà. J'ai dit. Merci, je rends la main, je ne sais plus à qui, aidez-moi. Julien, tu veux faire le lien? Ouais, c'est moi qui reprends la main après, Xavier. Merci beaucoup en tout cas, Xavier pour l'animation, Véronique pour le fond, et toutes celles et ceux qui se sont exprimés sur le sujet, hein, qui étaient au cœur de ce qu'on ouvre ce soir, qu'on ne va pas conclure, parce qu'on a lancé des pistes qui vont sans doute continuer à rebondir dans ce qu'on essaie de faire avec l'adaptation radicale. Donc ici, on est en format de rencontre un peu ouverte de l'adaptation radicale communauté francophone. Donc, j'ai bien noté des gens qui étaient un petit peu partout dans la francophonie, au Québec, en Belgique, pas loin de la Suisse et beaucoup en France. En tout cas, on ne couvre pas toute la francophonie, mais on en couvre déjà un petit bout. Avec l'adaptation radicale, donc on a un mouvement international où on essaie d'aller en fait vers des choses qui soient au-delà des constats, qui soient des pistes de mise en action, qui soient des manières de faire, qui soient des modes d'intervention. Alors ça prend le temps que ça doit prendre pour percoler et puis pour que ça se mette en forme. Concrètement, nous, on a un rythme de rencontres mensuelles en format ouvert comme celle-ci, qui donnera donc lieu à une diffusion en vidéo pour les gens qui n'ont pas pu assister, et dans laquelle on mettra notamment les liens des livres ou des ressources qu'on a évoquées dans la discussion pour que les gens puissent aussi s'orienter rapidement en fonction de ce que les uns et les autres ont dit. Donc, on a ce format-là de rencontres ouvertes, mensuelles. Donc, normalement, la prochaine devrait être consacrée à la question des communs qu'on a pu évoquer ici ou là aujourd'hui et qui sera le thème principal de la prochaine rencontre. Et on a aussi une rencontre sur le thème de la gestion des émotions qui est là plutôt calée pour janvier. Donc, c'est là un petit peu ce qu'il y a dans les tuyaux actuellement. Et puis, on a un temps d'échange tous les mercredis après-midi de 14h à 15h. Donc, pour l'instant, on a 1 heure
une heure où on fait un peu de fond, on fait un peu d'organisationnel et on essaie de voir les gens qui ont envie de s'impliquer et de chacun donner leur petite énergie contributive pour faire avancer l'adaptation radicale. Et après ça, on a moult outils numériques suivant les préférences des uns et des autres. On essaie un peu de s'adapter et d'avoir toujours des outils qui sont calés sur les disponibilités, sur les préférences des uns et des autres. Donc, on a un peu des outils numériques dans tous les sens. Il faudra peut-être rationaliser un jour, mais pour l'instant, on est plutôt sur la profusion. Voilà, je vous ai donné quelques pistes. Il y a Daniel Rodari qui veut prendre la parole à ce sujet. Daniel. Oui, je voulais rajouter à ce que tu dis, Julien, quand même, l'impression d'une petite particularité. On ne va pas se tresser des couronnes de laurier tout de suite, mais on a quand même des contacts assez étroits de manière répétée avec Pablo Servigne d'un côté et même les autres auteurs que, entre autres, moi je connais, mais d'autres gens connaissent et avec qui il y a eu des échanges. Donc Raphaël, Stevens, Gauthier Chapelle, entre autres. Et de l'autre côté, avec Jem Bendel et les membres de l'adaptation radicale au niveau anglophone. Et je ne connais pas d'autres endroits à l'heure actuelle où ces deux mondes-là se causent et où ces entre guillemets leaders ou écrivains un petit peu en tête se retrouvent et aiment à se retrouver ou en tout cas à suivre ce qu'on raconte et quel est le thème de la prochaine rencontre, etc. Donc pour moi, il y a un truc encore très très embryonnaire, mais vachement plein d'espoir de faire parler ces gens, avec nous et entre eux, de rester impliqué avec eux, de suivre un peu ce qui se passe, autrement que simplement en lisant leurs articles. Donc il y a un truc qui est encore tout neuf. Hein. Je n'aurais pas dit ça il y a 3 mois, mais c'est une particularité et un intérêt supplémentaire, je trouve, à ces rencontres. Merci Daniel. D'ailleurs, on parle de rencontres. Donc, on a une grosse infrastructure numérique qu'on a déployée parce que de toute façon, au début, on était très dispersés sur la planète. Donc, on était obligé d'avoir ce recours au numérique pour pouvoir se causer de manière un peu efficiente. Il commence à y avoir des envies de se voir un peu plus sur le terrain et plus se voir en vrai. Alors, sans doute que ces envies vont être reportées sur ces annonces d'Emmanuel Macron ce soir et qu'on ne va pas pouvoir vraiment tout de suite se voir, mais aussi bien au nord de la France, du côté de Lille, que du côté des pays Pyrénées-Orientales, Pays Basques. Il semble qu'il commence à y avoir des petits clusters d'adaptation radicale qui sont en train de se dessiner, et donc il y a peut-être des choses qui pourront se faire en 2021 à ce sujet. Et au Québec aussi, sans doute. Est-ce qu'il y a une question sur un peu tout ça, les suites du mouvement, les suites de la rencontre d'aujourd'hui? Xavier? En voyant que donc le président Macron a annoncé un confinement jusqu'au 1er décembre avec maintien des écoles et du travail, mais des attestations pour se déplacer, on va faire le point avec la petite équipe qui a préparé, mais peut-être qu'on devrait utiliser cette période pour avoir plus d'échanges le mercredi en fin de journée. Voilà, c'est juste une chose qui me traverse. N'hésitez pas en tout cas à faire part de vos réactions, de vos commentaires sur les supports que va indiquer Julien pour voir en fait, de quelle manière créer ces espaces locaux aussi où les gens peuvent se saisir de ces responsabilités, peut permettre à nos jeunes d'avoir enfin des espaces de parole où ils ne sont pas obligés d'être divisés dans leur tête. Ça m'a beaucoup touché dans ce que vous avez partagé, le fait qu'en fait, ils savent très bien, mais qu'ils ne voient pas quoi faire de ça et que les adultes, la plupart du temps, maintiennent la fiction. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser. À vous.
Pas d'autres. Merci Xavier. Pas d'autres réactions? Alors, on va donc passer la main à Pauline. Elle est toujours là, Pauline? Je suis toujours là. Elle est toujours là. Pour le mot de la fin, le temps de fin, que je vais te laisser expliquer la règle du jeu. Ok. Ben oui, effectivement, je vous propose une sorte de jeu, toujours avec l'état d'esprit qu'on est en cercle tous ensemble quelque part. Et l'idée, c'est de jeter des mots ou un mot ou ce que vous voulez. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir tous vos micros en même temps et d'essayer de jeter un mot dans notre cercle qui va refléter ce que vous a apporté cette rencontre. Voilà. Je vous propose donc d'ouvrir tous vos micros et on va jeter des mots les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait épuisement de mots. Je vais commencer. Donc, partage. J'allais le dire le même, partage. Espoir. Réseau. Espoir et sérénité. Écoute. Idée. Perspective. Intégrité. Franchise et honnêteté. Ah, je crois que Héloïse a parlé, on ne t'entend pas. Merci. Ah. Connexion. Bien. Collaboration. Diversité. Équipage. Équipage? Ouais, c'est beau ça. Vous en avez d'autres? Humanité? Adaptation. Brzezinski. Radical. Profonde. Espérance. Joie. Lucidité. Bienveillance. Merci. Est-ce que vous en avez d'autres? Ou est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Bon pour tous? Ok, donc un grand merci à tous. Julien, peut-être on coupe comme ça ou Alors, il y a un mot? oui, juste on a dit que on restait un peu pour les gens qui auraient eu envie de faire la gestion émotionnelle de ce qu'ils ont vécu après la rencontre. Donc là, on va couper l'enregistrement. On va clore donc la partie formelle et officielle du temps qu'on passe ensemble. Et on passe à des temps individuels s'il y a des gens qui veulent rester pour parler de choses un peu plus personnelles. Donc, je coupe l'enregistrement tout de suite. Et merci d'être venu et à la prochaine fois. Merci à vous.